Louis II de Bavière est passé à la postérité en tant que roi bâtisseur romantique et misanthrope. Mais laissez-moi vous citer un texte écrit par ses médecins en 1886. Et je cite « Sa Majesté souffre de troubles déjà très avancés, c'est-à-dire de cette forme de maladie mentale bien connue des psychiatres expérimentés et appelée paranoïa. En raison de sa maladie, Sa Majesté n'est pas en mesure de prendre des décisions raisonnables. Par conséquent, incapable de régner, et il gardera cet état anormal non seulement l'année à venir, mais pendant toute sa vie. » Ces lignes, écrites en juin 1886, sont signées par les médecins von Guden, Hagen, Ubrich et Grashe. Le patient est le roi déchu Louis II de Bavière, cousin de l'impératrice Sissi. Le rapport rédigé par les praticiens va décider du destin du monarque. Le problème? Les médecins n'ont pas examiné Louis II. Ce dernier vit reclus, ne sortant que pour effectuer des promenades nocturnes ou pour voyager à l'un de ses châteaux à l'autre. Mais de quoi souffre Louis II? Présente-t-il véritablement une paranoïa? Est-il destitué en raison de sa maladie ou parce que ses projets architecturaux pharaoniques mettent en péril les finances du royaume? Louis II est-il victime d'un complot monté par son entourage? Avant d'aller plus loin, merci à Cyrielle Richard qui a rédigé la présente vidéo. D'ailleurs, voici ses ouvrages, juste ici. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, toutes les sources sont en description de la vidéo juste ici. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle de la folie de Louis II. Le 25 août 1845, le prince Maximilien et son épouse, la princesse Marie de Prusse, accueillent leur premier enfant, le prince héritier Louis. 3 ans plus tard, un second fils, Otto, voit le jour. Le prince Maximilien n'aime guère la politique et préfère consacrer son temps à l'étude des sciences. Louis et son frère mènent une vie isolée dans le château de Hohenschwangau, désolé pour la prononciation, avec pour seule compagnie leur mère, des domestiques et les héros de légendes germaniques dont les aventures ornent les murs du bâtiment. Malgré son statut de prince héritier, Louis n'est quasiment jamais initié aux affaires publiques et il fréquente très peu la cour de Bavière. Au décès de son père, le 10 mars 1864, le jeune homme n'est pas véritablement préparé à régner. Hoch, lebe der König! Hoch, lebe der König! Hoch, lebe der König! Dès son accession au trône, Louis II ambitionne de faire de la Bavière une nation influente sur le plan culturel. Une de ses premières actions est de faire venir le compositeur Richard Wagner à Munich. À l'époque, le compositeur de 51 ans se trouve dans une situation financière catastrophique. Pour le compositeur, l'invitation du jeune roi est une nouvelle inespérée. Les deux hommes s'influencent mutuellement. Grâce au soutien financier de Louis II, Wagner compose et fait jouer ses plus grands opéras. Rapidement, le gouvernement puis l'ensemble de la noblesse s'inquiètent des prodigalités de Louis II envers Wagner. Un point de non-retour est franchi lorsque le roi envisage de renvoyer 2 ministres sous l'influence du compositeur. En décembre 1865, le jeune roi cède aux pressions de ses proches. Il renonce à son grand projet de bâtir un opéra à Munich et demande à Wagner de quitter la Bavière. Au cours de son règne, Louis II connaît une série de désillusions politiques et personnelles. En 1866, la Bavière traverse une grave crise politique au moment de la guerre entre l'Autriche et la Prusse. Le roi quitte sa capitale et part discrètement rejoindre Wagner en Suisse. Le compositeur use de toute sa force de persuasion pour convaincre son ami de renoncer à son plan d'abdiquer et de regagner son pays. À son retour, suivant les injonctions de son Parlement, Louis II signe l'acte de mobilisation générale contre la Prusse. Il ne se rend pas sur le champ de bataille et ne visite pas ses troupes. Les armées bavaroises sont vaincues en à peine 3 semaines. En 1867, Louis II provoque le scandale en rompant brutalement ses fiançailles avec sa cousine, la sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, Sissi, 2 jours avant le mariage. Les premières rumeurs concernant la préférence du roi pour les jeunes hommes commencent à circuler. L'homosexualité est alors considérée comme une pratique illégale. En 1870, la Bavière s'engage aux côtés de son ancien ennemi, la Prusse, contre la France.
Les armées germaniques sortent victorieuses du conflit. Louis II est contraint de reconnaître le roi Guillaume de Prusse en tant qu'empereur d'Allemagne. Le dernier acte de protestation du souverain bavarois est de ne pas assister au couronnement de Guillaume Ier dans la Galerie des Glaces de Versailles le 18 janvier 1871. Le roi se détourne de la vie publique pour se réfugier dans un monde fantasmatique. Louis II débute la construction d'un château idéal à partir de ruines se trouvant en face de Hohenschwangau. Le palais est surnommé Neuschwanstein, excusez encore pour la prononciation, soit la nouvelle pierre du cygne. En parallèle, il fallait rénover intégralement une des demeures de son père, le Lindenhof. En son sein, il fait redécorer sa chambre, afin qu'elle devienne la réplique exacte de celle de Louis XIV à Versailles. À partir de 1878, commence l'édification d'une réplique du château du Roi Soleil. Cherchant à fuir la réalité, le roi se replie dans ses immenses palais. Il surconsomme de l'alcool et des opiacés, ne se présente plus devant ses ministres et préfère la compagnie de ses serviteurs et écuyers à celle de sa propre famille. Louis II ne sort que rarement de sa réclusion. En 1876, il se rend incognito à Bayreuth lors de la première représentation de la tétralogie wagnérienne, L'Anneau de Nibelung. Fidèle mécène de Wagner, Louis II a financé la construction du théâtre des festivals ainsi que l'ensemble des festivités entourant l'événement. À Munich, l'année 1880 est marquée par le grand jubilé en l'honneur des 700 ans de la famille Wittelsbach. Lors des préparatifs, le roi Louis II alterne entre l'excitation et l'abattement. Il n'assiste finalement pas aux réjouissances. À partir de 1881, des rumeurs commencent à circuler. Dans le Linderhof, le roi se serait fait installer un monte-plat pour éviter tout contact humain. Ses serviteurs dressent la table en cuisine et celle-ci est ensuite montée via des poulies jusqu'à la salle où Louis II prend ses repas. Le roi interdit à ses domestiques de toucher ou regarder sa nourriture ou ses effets personnels par crainte que leur regard ne les souille. Il va jusqu'à les menacer de les jeter dans un cachot, mais ne passe jamais à l'acte. Cosima, la compagne de Richard Wagner, consigne dans son journal un événement étrange. Louis II aurait fait dresser une table pour 12 dans un de ses jardins. Il arrive seul au banquet, s'approche de chaque siège vide et salue comme s'il s'adressait à un convive. Le roi passe le reste du repas à deviser bruyamment avec un auditoire invisible. Croit-il réellement être en discussion avec Louis XIV, Madame de Pompadour et Marie-Antoinette? Entend-il des voix? Le comportement du roi inquiète, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Louis II ne rencontre ses ministres qu'en de rares occasions. Quand il se rend dans la capitale, il fuit les contacts humains, exige que sa garde personnelle soit renforcée. Le monarque ne semble guère serein quand il s'isole dans ses châteaux. Ouais, il passe des heures dans des positions figées, puis enchaîne des mouvements frénétiques comme s'il dansait. Il reste parfois muet pendant plusieurs jours. Par période, il se montre volubile ou ne s'exprime qu'en citant des vers de Schiller. Depuis longtemps, Louis II ne fréquente plus que ses domestiques et les villageois. Son attitude humble va cependant le rendre populaire auprès des habitants, du moins ceux qui sont établis pas très loin de là où il habite, lui. Les années passant, le roi est aux prises avec de plus en plus d'idées morbides. Il hurle qu'il voudrait mutiler le cadavre de son père, mettre le feu à Munich, faire arrêter tous les ministres et placer ses serviteurs aux postes gouvernementaux. Louis II se rêve en monarque absolu. Lui qui n'a jamais aimé la politique voudrait trouver une île déserte sur laquelle il pourrait établir un royaume sans gouvernement, où se rassembleraient les personnes ayant le même idéal de vie que lui. Touché par la mode de l'orientalisme, il fait dessiner des plans d'un grand palais d'inspiration asiatique et élabore des rituels compliqués à l'instar de ceux qu'il pense être pratiqués à la cour impériale de Chine. À 38 ans, Louis II a vieilli prématurément. Son personnel le surprend souvent figé devant son miroir, à contempler son reflet et à tenter de réarranger ses mèches de cheveux ou sa posture. À Munich, le gouvernement et la noblesse s'inquiètent. En février 1884, profitant que le roi souffre de douleurs dentaires, le gouvernement bavarois dépêche auprès de lui le docteur Franz Karl Gerster. Ce dernier revient d'un séjour en France au cours duquel il a été l'élève du célèbre neurologue Jean-Martin Charcot.
De son stage à la Salpêtrière, il a appris à identifier les symptômes des principaux troubles psychiques. Gerster dialogue avec Louis II pendant 4 heures. Il révèle une fuite des idées, des pensées obsédantes autour de Louis XIV et des héros wagnériens, des convictions délirantes de filiation avec les Bourbons et de trahison de la part de son entourage, ainsi que des phénomènes hallucinatoires. Gerster rend ses conclusions au gouvernement bavarois. En 1886, il publie anonymement son rapport. Déjà à partir de 1885, l'idée de déclarer Louis II inapte au gouvernement commençait à germer. À la fin de l'année, le roi avait une dette de 13 millions de marks auprès de l'État. 6 mois plus tard, sa dette s'élevait à 21 millions. Le souverain menace de vider les caisses de la Bavière pour assouvir ses obsessions de construction. Le Parlement ne peut plus soutenir de telles dépenses sans mettre en péril tout l'équilibre du royaume. En 1886, le premier ministre mandate les docteurs von Guden, Hagen, Urbrich et Gachler pour rédiger un rapport qui permettra de destituer Louis II et de placer son oncle, le prince Luitpold, au poste de régent. Pour mener à bien leur mission, von Guden et ses collègues ne disposent que de 6 jours. Ils ne pourront pas rencontrer le monarque, ce dernier vivant confiné et ignorant totalement les projets de son entourage. Les médecins ne peuvent s'appuyer que sur les témoignages de quelques proches et des domestiques ayant servi la famille Wittelsbach. Ces derniers ont été rassemblés au préalable par les collaborateurs du premier ministre et ne rapportent que les comportements les plus excentriques du roi. Les experts notent la présence de troubles psychiques dans la famille, notamment chez Otto, le frère du roi, dont von Guden est le médecin personnel. La méningite que Louis II aurait contractée nourrisson, ses comportements jugés déviants à l'époque, sa tendance à dépenser sans restriction dans des projets titanesques, ainsi que les propos et attitudes délirantes rapportés par les quelques personnes ayant pu approcher le roi. Au début du mois de juin 1886, Louis II part passer quelques jours au Neuschwanstein. Le soir du 9 juin 1886, il ordonne à son cocher d'aller chercher un de ses attelages et de le ramener pour une promenade nocturne. Alors que le domestique se dirige vers les écuries royales pour préparer le carrosse, il voit surgir une délégation venue de Munich. Ses représentants informent le serviteur qu'il ne doit plus obéir au roi et qu'à partir de maintenant, il recevra ses ordres du régent, le prince Luitpold. Le cocher parvient à quitter les écuries pour aller prévenir Louis II. Le roi fait venir des détachements de gendarmes et des sapeurs-pompiers. Le 10 juin, à 4 heures du matin, le ministre von Kranschheim, accompagné de membres de la noblesse et de médecins, arrive devant le château. Des pourparlers s'engagent avec les militaires venus défendre leur monarque. Alertés, les habitants de Fussen viennent également s'interposer. Voyant une foule de plus en plus nombreuse et menaçante l'entourer, le ministre et ses accompagnateurs battent en retraite. À 7 heures, Louis II ordonne qu'il soit placé en détention dans une salle du Neuschwanstein. À midi, croyant le danger évité, il demande leur libération. Dans la journée, le roi rédige un appel au peuple bavarois, mais celui-ci est intercepté et n'est jamais publié. Louis II parvient à faire parvenir un télégramme à Bismarck. Ce dernier lui conseille de se présenter au Parlement bavarois pour défendre ses droits. Mais Louis II refuse, tout comme il refuse la proposition de se réfugier en Autriche. Il reste enfermé au Neuschwanstein. Dans la nuit du 11 au 12 juin 1886, grâce à la complicité des valets, la délégation munichoise réussit à s'introduire dans le château et à s'emparer du roi. Le docteur von Guden annonce à Louis II qu'il a été reconnu inapte à exercer, que le prince Luitpold est devenu régent et qu'il va être conduit au château de Berg pour une cure d'au moins 1 an. Le roi et le médecin ont une longue entrevue, puis quittent les lieux le 12 juin à 4 heures du matin. À Berg, Louis II se montre résigné. Il est fréquemment vu se promener avec von Guden ou des gardiens. Au soir du 13 juin, le docteur von Guden et le roi déchu partent seuls se promener. Ne les voyant pas revenir, le personnel entreprend de les rechercher. Les corps des 2 hommes sont retrouvés à 23 heures dans le lac de la propriété. Les circonstances exactes de la mort du roi demeurent non élucidées. Louis II a-t-il tenté de se suicider et a-t-il entraîné involontairement le médecin dans la mort? A-t-il noyé von Guden lors d'une tentative d'invasion avant de périr accidentellement? Après la mort de Louis II, Otto monte sur le trône sous le titre d'Otto Ier.
Souffrant de troubles nerveux matériels, c'est ce qu'on dit, et maintenu à résidence depuis 1872, le nouveau roi est lui aussi jugé inapte à gouverner. C'est donc son oncle, le prince Luitpold, qui assure les missions de régent et est le véritable chef politique de la Bavière. Les dettes accumulées par Louis II et engageant toute la famille Wittelsbach ne seront remboursées qu'en 1902. En 1912, à l'occasion de la mort du prince régent Luitpold, le gouvernement s'intéresse à nouveau à la santé de son souverain. Une nouvelle délégation d'experts médicaux, parmi lesquels figure Kraepelin, élève de von Geuden et un des pères de la psychiatrie au 19e siècle et au début du 20e siècle, est envoyé auprès du monarque. Les praticiens déclarent à nouveau Otto Ier inapte à exercer des missions politiques. Ils suggèrent la destitution du monarque au profit du fils de Luitpold. Le gouvernement bavarois modifie la loi pour que Otto Ier perde son trône au profit de son cousin. Ce dernier est couronné sous le nom de Louis III. Otto Ier meurt le 11 octobre 1916, 30 ans après son frère, dans l'indifférence générale. De quoi souffre, ou plutôt souffrait véritablement le roi Louis II? Bien qu'il soit impossible de poser un diagnostic a posteriori, plusieurs historiens et médecins ont tenté de percer les mystères de la psyché du souverain bavarois. Je vous propose de reprendre le diagnostic posé initialement à la fin du 20e siècle pour ensuite présenter les théories contemporaines. En 1886, le roi Louis II de Bavière a été qualifié de paranoïaque. Pourquoi les médecins ont-ils porté ce diagnostic? Au 19e siècle, le terme de paranoïa est employé afin de désigner un trouble mental. Il est à prendre sous son sens étymologique para et nos, signifiant respectivement en grec à côté et esprit. Une autre hypothèse permet d'expliquer le choix du terme paranoïa, celle de vouloir préserver Louis II d'une éventuelle mise aux arrêts. Rappelons que l'homosexualité du roi, bien que n'ayant jamais été démontrée, est à l'époque considérée comme un crime, et de lui garantir la possibilité d'être conduit vers un lieu sécurisé où il pourrait être soigné. Évoquons à présent les hypothèses diagnostiques modernes. La paranoïa n'apparaît plus dans les manuels diagnostiques internationaux. Les symptômes décrits dans le rapport de von Geuden évoquent la schizophrénie paranoïde. Cette dernière est caractérisée par des hallucinations, ce qui pourrait expliquer les banquets solitaires, des idées délirantes. Pour Louis II, ce serait sur le thème de la filiation avec les Bourbons et de la persécution. La dissociation et d'autres symptômes tels que le manque de motivation et des émotions inadéquates. Cependant, les hypothèses de la paranoïa ou de la schizophrénie paranoïde sont remises en question par certains historiens et médecins, notamment Hafner. Tout au long de son existence, Louis II s'enferme dans un monde fantasmagorique, dans lequel il côtoie les héros des légendes germaniques et les personnalités illustres du 17e et 18e siècle. Il semble présenter un délire fantastique, aussi nommé paraphrénie, caractérisée par la présence d'une imagination sans borne à laquelle il aurait prêté une réalité. Mais l'hypothèse d'une paraphrénie n'est pas véritablement satisfaisante. Et si la clé de l'énigme est à chercher dans l'enfance de Louis II? À 7 mois, le prince a souffert de méningite. Lors de l'autopsie réalisée après sa mort, à 41 ans, les médecins observent des séquelles de cette maladie sur le cerveau du roi. Pour le psychiatre Hafner, les atteintes causées par la méningite sur les zones clés du cerveau expliquent les symptômes d'apparence schizophrénique manifestés par le souverain. Autre hypothèse neurologique, celle d'une maladie neurodégénérative impactant le lobe frontotemporal, la maladie de Pick. Cette théorie expliquerait les changements comportementaux survenant à l'âge mûr sans que l'intelligence ne soit affectée. Le monarque bavarois souffre-t-il réellement de troubles psychiques? Von Geuden et ses collègues n'ont rencontré Louis II que le 12 juin au petit matin. Leur rapport, écrit sans avoir vu le roi, s'appuie uniquement sur des témoignages à charge. Ainsi, le secrétaire du roi, Schneider, n'est pas auditionné. Fidèle soutien du monarque, il a rassemblé plus de 300 ordres et instructions écrites par Louis II afin de prouver que sa raison est intacte. Un autre personnage clé aurait pu témoigner en faveur de Louis II. Il s'agit de Bismarck. Les deux hommes se sont rencontrés en 1863 et entretiennent ensuite une longue correspondance. Bismarck écrit que le monarque bavarois est un régent à la hauteur de sa tâche. Selon le comte Lerchenfeld, Bismarck aurait eu des soupçons quant à l'intégrité de von Geuden et aurait pensé que les ministres sacrifiaient leur roi pour sauver leur position.
La vie et la mort de Louis II de Bavière font l'objet de nombreuses spéculations depuis plus de 130 ans. L'hypothèse selon laquelle il aurait pu souffrir d'un trouble psychique a été à la fois défendue et critiquée par des historiens, citons notamment Hacker et Decour, et des médecins, citons ici Hafner et Steinberg. Ces comportements excentriques découlent-ils d'un trouble neurologique? Louis II était-il simplement un jeune homme sensible insuffisamment préparé à sa tâche, poussé dans un isolement extrême et un repli sur son monde imaginaire par les drames personnels et politiques? Ces hypothèses restent ouvertes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Toutes les sources sont en description juste ici. Je suis Laurent Turcot, l'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!